Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 avril 2022, donc le dernier brief de cette semaine. Je tiens à le rappeler, n'hésitez pas à checker si vous êtes encore abonné, si vous recevez les notifications pour ceux qui ont mis la cloche, parce que YouTube a des problèmes en ce moment, et peut-être que c'est YouTube qui a des problèmes avec ma chaîne, possiblement. Donc n'hésitez pas à checker ça, parce que j'ai vu certains qui étaient désabonnés, voire même encore dans la vidéo d'hier, j'ai vu que certains ne recevaient pas les notifs, pourtant ils avaient bien mis la cloche, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais vous avez quelques petits problèmes. Je sais pas, peut-être que je peux remonter ça à YouTube ou voir un petit peu voir ce qu'il en est. Bon, je pense qu'ils en ont rien à foutre, mais qui ne tente rien n'a rien, donc voilà. Et aussi à laisser un petit pouce bleu, ça aide pour le développement de la chaîne. C'est vrai que je le dis toujours en fin de brief, mais jamais en début. Et certains oublient, n'y pensent pas, mais voilà, ça aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Alors du coup, le Bitcoin, comme d'habitude, on va en parler aujourd'hui. On parlera également un petit peu de macroéconomie, donc mouvement baissier sur les assets à risque, hein, donc le Bitcoin qui suit, qui se corrèle à ce mouvement baissier. Et du coup, on parlera également, je ne ferai pas Ethereum, puisque Ether, c'est comme le Bitcoin. Tout ce que je veux dire pour Ether, c'est aussi valable pour le Bitcoin. Enfin, tout ce que je veux dire pour Bitcoin, c'est valable pour Ethereum. On parlera de KCS aujourd'hui, que je trouve assez intéressant. Non pas directement pour des investisseurs, mais plutôt pour des suiveurs de tendance. Il a une charte qui commence à être sympathique. Donc l'asset de KuCoin, donc le KCS qui est le KuCoin token, donc l'exchange KuCoin. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans son range, donc oui, malgré ici la grosse mèche qu'on a eue hier et donc la chasse aux liquidations des vendeurs, eh ben on a été chercher les acheteurs après, donc là ça démontre bien que c'est un marché qui est beaucoup drivé par les contrats dérivés et pas énormément sur le spot. Donc les contrats dérivés, c'est quoi pour les nouveaux? C'est tout simplement tout ce qui est BTC, USDT, PERP, etc. Donc en gros des contrats dérivés donc, qui sont dérivés du prix du spot, donc des contrats synthétiques. Pour faire simple, ce sont des contrats sur lesquels on n'achète pas directement du Bitcoin. Quand j'achète du Bitcoin sur BTC, USD, Coinbase, j'ai du Bitcoin que je peux mettre dans mon wallet, dans un ledger ou que je peux garder sur l'exchange en lui-même. Tout ce que vous voyez quand c'est BTC, USDT, PERP ou autre, on appelle ça des contrats dérivés. Donc c'est ce qui permet de spéculer sur le Bitcoin sans en avoir en sa possession, et donc on permet de le short, donc en gros de faire un pari à la baisse. Donc par exemple, si vous pensez que le Bitcoin va baisser jusqu'à 34 000 $, bah, vous pouvez le shorter ici et racheter le Bitcoin ensuite moins cher et donc empocher la différence. C'est ce qu'on appelle une vente à découvert. Et si vous pensez qu'il va monter, vous pouvez simplement spéculer dessus, donc en acheter pour le revendre par la suite. Les contrats dérivés sont beaucoup plus liquides, donc par exemple pour les grosses whales, bon bah c'est intéressant pour eux si elles ne veulent pas directement influencer sur le prix du marché, parce que admettons, vous êtes une whale, vous avez envie d'acheter pour 50 millions de bitcoin, faire ça sur le spot, ça peut être compliqué, surtout si vous en foutez de les avoir à votre disposition. Si vous voulez juste spéculer sur la variation du prix du bitcoin, les contrats dérivés sont faits pour ça. Et donc ce marché actuellement est beaucoup drivé par ces contrats dérivés, par ceux qui le long et qui le short. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ce genre de personnes viennent trade avec du levier. Et quand vous achetez du bitcoin avec levier, il y a automatiquement un prix de liquidation qui va se créer. Donc par exemple, si tout le monde achète ici, il y a beaucoup de liquidations qui vont se créer ici, et donc le marché va avoir de l'intérêt à aller chercher ces liquidations pour liquider ces gens-là, tout simplement. Et donc si les gens le short, bon bah il y a l'intérêt de liquidation short qui se font au nord, et donc le marché a peut-être de l'intérêt d'aller au nord. Donc ça c'est ce qu'on regarde quand on fait de l'order flow, mais voilà, je voulais éclaircir un petit peu tout ça pour les nouveaux. Et du coup, toujours dans le range, donc techniquement rien ne change en daily, honnêtement, on est toujours dans du range, tant qu'il n'y a pas de résolution, ça sert à rien de crier bullish ou bearish. On a tenté hier, on n'a pas réussi, on est retourné dedans. Si on s'affranchit du range au sud, bon bah là c'est bearish, et on pourra faire ce qu'on appelle une target de continuation, en tout cas un mouvement, pardon, de continuation. Donc AB ici égale CD, qui pourrait donc nous ramener très proche des bottoms, aux environs des 33 400 $, retester ce fameux bottom ici, donc revenir dans le bas du range, hein, parce que ici c'est vraiment le bas du range. Les meilleures opportunités dans un range généralement se trouvent ici. Ok, donc si on y revient, ça peut être une bonne opportunité d'achat sur le spot, sans levier, donc là sur le spot directement. Ok, on est toujours dans ce creux au niveau du volume profile d'ailleurs qu'on est en train de remplir un petit peu. Donc on repropose du business ici. Rien à dire de plus en daily, on passe ici en 4 heures, donc toujours aucune résolution des 0,382. Rappelez-vous, c'est un niveau extrêmement important qu'on n'arrive pas à résoudre pour l'instant. On s'est encore fait rejeter avec de la divergence baissière, ce qui veut dire que maintenant on a créé une zone de consolidation entre 38 450 $ et 42 973 $. Rappelez-vous, on était sur un V-bottom, les V-bottoms sont très généralement retestés, donc là on est revenu tester ce V-bottom, ici, qu'on pourrait donc transformer en W si jamais le marché vient casser les 42 955 $. En gros, une action du prix assez similaire à ce qu'on avait pu potentiellement avoir ici, en gros. Hop. Voilà, peut-être qu'on est dans le début, oups, de quelque chose comme ceci.
si on veut vraiment poser un bottom. Ok, pourquoi pas. Je vais essayer vraiment de le superposer. Tac. Mais ouais, pourquoi pas un truc comme ça. Je le garde en mémoire, je vais juste réduire l'opacité. Comme ça. Mais ouais, on pourrait dans un truc comme ça si vraiment on veut vraiment développer un bottom. Et du coup, je reviens en 1 heure, puisque qui dit des V-bottom dit des creux dans le volume profile. Hein, c'est pour ça que généralement on revient tester les V-bottom. Donc là, je vais passer en replay. On va revenir ici lorsqu'on était au top. Je vais mettre d'alerte, je vais faire le replay. Je me suis trompé. Le replay juste ici. On va attendre que le top se dessine en replay. Voilà. Et du coup, là, on met notre volume profile et on regarde où est le creux. Ah, bah le creux, il est ici et il se voit bien, il y a un gros creux dans le volume profile. Donc généralement, on revient tester ces zones. Bon, bah le marché fait quoi derrière? Hop, 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 hop. On y revient. Et donc là, on est en train de consolider justement dans cette zone de creux. Donc ce qu'il faudrait, c'est consolider dans cette zone, développer le prix, en fait, remplir ce creux dans le volume profile pour techniquement poser un bottom et repartir. Donc ça correspondrait bien en gros à la pattern que je viens de mettre. En gros, voilà, le développement du prix ici est pour poser un bottom et repartir. Si on veut vraiment voir un bottom, soit on repart très vite, ok. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on accélère, tout simplement. Et donc là, on fait hop, tac, 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 on remonte très vite. Ça, ok, pourquoi pas, serait bon aussi, ça ferait le W. Ou alors une longue consolidation, les gens sont bearish, les gens shortent le marché. Et hop, on squeeze les vendeurs et on repart direct derrière. Pourquoi pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'order flow. Et du coup, non, je vais d'abord parler du marché américain parce que vous avez besoin de voir le marché US pour comprendre un petit peu. Alors du coup, si vous suivez pas le S&P ou le Nasdaq, bon bah le S&P 500 a fait une journée pas mal baissière hier, même chose que le Bitcoin, ça partait bien puis ça finit mal. On est toujours dans le range au niveau du S&P 500, tout comme le Bitcoin, donc les deux sont extrêmement corrélés, ont exactement la même chart, quasiment à 2 gouttes d'eau près. Et ici, quand on voit le S&P 500, on voit la même chart, et donc on est toujours dans le range. Et ce qu'il faudrait, c'est s'affranchir du range au nord. Si on perd le bottom des 4357 points, ça serait pas trop beau pour le S&P et le Bitcoin ira lui aussi probablement défoncer son bottom des 38 400 $, et donc on aura une continuation baissière. Et du coup, les mouvements corrélés au S&P 500, le Nasdaq lui malheureusement qui fait la cassure du range. Hop, donc lui il est sorti de son range ici, maintenant il est en zone de rechargement, c'est une zone qu'il doit absolument défendre. Si on veut poser un bottom sur les indices, il va falloir que le Nasdaq se reprenne ici, parce que le Nasdaq est sur un M-top et dans une dynamique baissière en weekly. Donc les probabilités veulent une continuation baissière et donc une cassure des 12 855 points. Si on fait ça, c'est extrêmement bearish et c'est vraiment pas bon pour les crypto-monnaies également. Par contre, si on se reprend ici et qu'on fait le W weekly, ça marque un bottom sur les indices. Et donc il faudra s'attendre encore à des mois de hausse derrière et donc un marché crypto qui pourrait potentiellement suivre. Donc pour ça qu'il faut absolument regarder ce qui se passe sur les indices américains. C'est extrêmement important parce que les crypto-monnaies, ils sont beaucoup corrélés. Et du coup, au niveau de l'order flow sur le Bitcoin, c'est là où c'est intéressant. Alors, order flow, ça on s'en fout. Hop. Oui, du coup, hier, je pourrais pas vous montrer, mais hier, on avait des grosses liquidations dans les 40 000 $ qu'on est venu chercher. Ces liquidations, on en a encore quelques-unes. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. On a encore des pics assez intéressants à venir chercher jusqu'aux 39 000, donc faudrait pas être étonné qu'on puisse en gros voilà, revenir jusqu'aux 39 000, 39 500 pour liquider les longues qui se sont redéclenchées ici. Ok. Il y a beaucoup de longues à gauche, ça j'avais déjà expliqué ici qu'on peut ne pas venir les chercher comme l'été dernier. Il faut savoir que l'été dernier il y avait aussi beaucoup plus de liquidations en longue qu'en short, mais pourquoi le marché a été chercher les liquidations short, ça j'avais déjà expliqué, je vais revenir dessus rapidement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que pour chercher les liquidations sur le dérivé, il faut déplacer le prix sur le spot. Et là, pour faire baisser le prix sur le spot, ça peut coûter beaucoup d'argent, à part si les gens paniquent, parce qu'il y a trop de gens qui attendent pour acheter sur le spot sous les 38 000. C'est pour ça qu'actuellement, on ne va pas sous 38, parce qu'il y a trop de gens qui veulent acheter. Et que pour aller chercher les liquidations longues, ici, il faut du coup aller au moins jusqu'au 33 000, 32 000 $. Donc en gros, il faudrait exécuter tous les ordres qui attendent ici sur le marché spot. Ça peut coûter beaucoup d'argent pour des market makers. Ça peut leur coûter beaucoup de liquidité. Là où, et là je vais faire ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui attendent au sud que de vendeurs qui attendent au nord. Et par exemple, faire monter le Bitcoin jusqu'à environ 59 000 $, ça coûterait pas beaucoup d'argent puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vendre. Donc le faire monter, c'est peu coûteux. Et ça permettrait également de récupérer beaucoup de liquidations short quand même, puisqu'il y en a quand même. Hein. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout parce que l'échelle est un petit peu faussée ici. Mais du coup, quand on regarde exclusivement les liquidations short, hop, il y en a pas mal. Ok, dans les 52, dans les 54, dans les 60 000 $.
Donc c'est pour ça que l'été dernier également, il y avait plus de liquidation au sud, mais pourquoi on a été au nord? Parce que pareil, les gens voulaient acheter au sud et ça coûtait trop d'argent de faire dumper ce marché, tout simplement. Ici, là. Vous voyez là, tous les gens qui voulaient acheter, il y avait beaucoup de liquidation à 25 000. Hein. 25, 23 000, même jusqu'aux 20 000, il y avait beaucoup de gens, mais les gens voulaient acheter dans ces zones de prix, donc ça coûte de l'argent. Là où il y avait des liquidations short et en face, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs, donc là, ça coûtait rien du tout de faire monter le prix. C'est pour ça que le prix montait très vite et qu'on a été liquidé tous ces vendeurs. Ok. Et donc là, quand on a commencé à avoir trop d'ordres de vente, bon bah là, c'était plus intéressant de liquider les shorters, puisque ça commençait à coûter de l'argent de faire monter le marché. Et au contraire, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs au sud jusqu'à ce qu'on arrive dans ces zones. Donc là, c'était vraiment free money pour des market makers de faire chuter ce marché, de liquider les gens, tout simplement. Donc on peut aller chercher ces liquidations, mais si on y va, il va falloir déclencher un mouvement de panique et que ce soit les gens eux-mêmes qui vendent pour exécuter ces ordres. Ok. Tout simplement. Et du coup, ici, pour revenir sur l'order flow, je repasse en 1 heure. Hop. Du coup, hier, ce qui est très bizarre, c'est que les gens continuaient de shorter la montée. Donc, en gros, ce qui s'est passé pour moi, c'est que sur le Bitcoin, on avait toujours des gens qui shortaient cette montée. Ok. Et que donc, il y a eu encore des liquidations au nord à aller chercher sur le Bitcoin, au-dessus des 43 000, très très probablement. Mais que le mouvement baissier du S&P a fait qu'on a eu un mouvement baissier sur le Bitcoin, que du coup, on en a profité pour aller chercher des grosses liquidations longues à 40 000 $, mais que sur ce rallye, il y a eu beaucoup de shorters et ça serait assez bizarre de les laisser tranquilles. Donc au minimum, au moins peut-être leur faire peur, revenir ici si c'est vraiment bearish pour aller faire un mouvement baissier. Et si on n'est pas bearish, bon bah on ira les défoncer littéralement et là on aura un gros breakout. Enfin un gros breakout. On ira littéralement dépasser les 42 009 pour aller chercher les shorters qui continuaient de shorter ici et ici. Pourquoi je dis que les gens shortaient? Puisque hier le ratio short montait, le ratio long diminuait sur un prix qui monte avec un funding qui chute ici, donc un funding négatif sur Binance, chose qui est assez rare, et une hausse de l'open interest. Donc là, en tout cas, sur Binance, néanmoins, le plus gros exchange au niveau des contrats dérivés, il y a pas mal de gens qui ont shorté ici. Si l'open interest monte, c'est qu'il y a des gens qui long, mais la majorité était short. Donc on a dégagé ceux qui ont long, mais là, il reste la majorité qui a short qui sont en haut. Et je pense que ces mecs, il faut aller les déloger tout simplement. Et c'est chose qui n'a pas été faite. Donc voilà un petit peu mon avis. Ce mouvement baissier, ok pour aller chasser les longues. Si jamais le S&P continue sa pression baissière, bon bah le Bitcoin va suivre, mais je garde en tête que si jamais le S&P stoppe sa pression vendeuse, admettons si le S&P rebondit aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que Bitcoin puisse rebondir plus fort, parce qu'il y avait quand même pas mal de shorters en haut et qu'il faudrait aller les liquider tout simplement, vu qu'on est dans un marché qui est beaucoup drivé par les contrats dérivés. Et également à ajouter, c'est assez rare ce que j'ai notifié aux élèves tout à l'heure, mais lorsque le Bitcoin montait ici, on avait dépassé les 42 et qu'on se dirigeait vers les 43 000, l'open interest des alts n'a pas suivi. Ce qui veut dire que pour la première fois, on a le Bitcoin qui monte et les gens qui vont pas FOMO dans les alts. Donc, et les gens qui shortaient le Bitcoin majoritairement et qui n'ont pas été FOMO dans les altcoins. Donc est-ce que le sentiment n'est pas en train de s'inverser? Est-ce que les gens sont pas en train de développer de la peur sur ce marché et d'avoir peur de s'y exposer? Moi personnellement, je pense que oui. Et il y a encore un sentiment bullish, hein, il y a encore des gens extrêmement bullish qui lâcheront pas l'affaire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ceux qui voulaient foutre à tout prix du levier, faire partie du mouvement, commencent à baisser les bras et à se dire bon bah il n'y aura pas de mouvement, c'est bon, les cryptos ça sert à rien. Et ça, je pense qu'on est en train de développer ce sentiment de marché parce que c'est pas normal, enfin c'est pas normal. De voir des gens shorter le Bitcoin quand il monte et de voir des gens pas FOMO dans les alts quand le Bitcoin il monte, c'est très bizarre. Faut savoir qu'avant, même quand le Bitcoin consolidait, les gens partaient justement au fond du levier dans les alts. Là on le voit ici, le Bitcoin consolide, dump, et l'open interest des alts il monte en flèche. Ici les gens étaient persuadés que ça allait repartir. On les a liquidés. Mais là, ce qui est très bizarre, c'est que, ok, le Bitcoin part à 43, les gens short, mais l'open interest des alts, il suit pas. Donc les gens qui vont pas FOMO avec levier dans les alts. Est-ce que ce sentiment, il faut absolument que je fasse partie du rallye, est en train de se barrer? Je pense que oui. Et si c'est le cas, bah, c'est ce qui faciliterait les choses pour vraiment poser un bottom cette fois-ci et faire un retracement du mouvement, ici, hein, daily, qu'on est en train de vivre. Donc au moins déjà retracer ce mouvement, voire peut-être, pourquoi pas, retracer l'entièreté du mouvement et retrouver des prix plus intéressants au cours des prochaines semaines. J'ai fini pour Bitcoin et donc pour finir, la macroéconomie, donc pour finir KCS ici, que je trouve assez intéressant parce qu'il est en train de défendre la zone 0,382, 0,5 et plus particulièrement les 0,382, qui est la zone qu'il faut absolument défendre pour faire de nouveaux ATH d'expérience, un marché qui consolide proche des 0,382, voire au-dessus de lui, prépare une cassure de son ATH. Ok. Donc la validation, ce serait quoi? Ce serait tout simplement le fait de basculer déjà sous ce premier creux. Donc si on rebascule sous les 17,52$, c'est pas hyper bon signe. Et si on perd les 13,400$, bon bah là c'est définitivement mort. Ok. Et le fait de autant consolider ici, de commencer à faire du W weekly, donc là on est vraiment pas loin. Enfin on l'a déjà fait en réalité, on a déjà clôturé au-dessus. Donc là on a déjà fait du W weekly. Pour moi c'est clair, le marché donne un signal qu'il est prêt à faire de la continuation.
Et donc, quels seraient les objectifs ici? Je vais essayer vraiment hop, de bien prendre le bottom. Ok. Bah ici, on pourrait partir sur une continuation AB égale CD, donc ce serait l'objectif en cas de nouvelle ATH. Je dis pas que ça va arriver, mais ce serait un objectif très simple. Je viens cloner ça. Hop. Et du coup, l'objectif, ce serait les 41 $. Donc ça ferait en gros un x2 de l'asset, ce qui n'est pas impossible. Objectif un petit peu plus court terme. Hop. Donc déjà, le fait de venir casser la zone de rechargement de short, ce serait une zone extrêmement importante. Ici. Ok. Il y a aussi un niveau extrêmement important qui nous attendra. Ce sera, si on y vient, bien évidemment, ce sera ici le corps de chandelle que je vais mettre comme ça. Ok, donc il faudra venir breaker ce niveau, niveau des 24 $, pour aller breaker la TH derrière. Et aussi ce niveau ici. Donc la zone vraiment des 22,9, 24,5, c'est une zone assez importante à breaker pour espérer voir un nouvel ATH et aussi s'affranchir au-dessus des 21,18 $. Mais au niveau du développement du prix, voilà, on est un peu dans quelque chose de similaire ici. On a eu le pump, le retracement et la W pour la continuation haussière. Bon, bah, on pourrait faire exactement la même chose ici sur le KCS. C'est pour ça que j'en parle. Bien évidemment, on prend en compte des invalidations. Si on perd les 17,52 $, déjà, c'est pas normal. Et si on perd les 13,4 $, c'est totalement fini. Également, autre objectif, extension de 161,8 200%. Donc ici, il se situe entre les 38 $ et donc ici les 44 $. Donc vraiment la zone de take profit en cas de nouvelle ATH, personnellement, je vois qu'elle est plutôt là-dedans. Ici, donc entre ouais, du 38 jusqu'à du 44, ça serait une bonne zone de profit. Ici sur le KCS, ok. Donc invalidation, moi perso je la mettrais ici sous ce creux sous les 17,57 $. Et après pour la prise de profit, bon bah chacun voit midi à sa porte, hein, nouvelle ATH, chiffre rond psychologique. Si vous voulez vendre à 30, rappelez-vous, on vend pas à 30, on essaie de vendre à 29,5, 29,2, histoire de prendre ceux qui attendent, enfin je vais y arriver, histoire de prendre de court ceux qui attendent justement les 30 $, vendre un petit peu avant eux. Pareil pour 35, on essaie de vendre à 33,8, 34,2, un truc comme ça. Pareil pour les 40, on essaie de vendre à 38,8, 38,7, 39,2, un truc comme ça. Ok, toujours essayer de vendre avant les chiffres ronds psychologiques. Ici, par exemple, voilà, ceux qui attendaient à 30, bah, malheureusement, n'ont pas pu vendre. On s'arrêtait à 28,7, donc toujours essayer de vendre avant les chiffres ronds parce que les gens les attendent et du coup, les whales vendent avant pour vendre avant les autres, tout simplement. Et du coup, pas grand chose d'autre à dire de plus. On va regarder le développement du prix en daily. Franchement, c'est un bon développement de prix. Il faudrait vraiment ici aller s'affranchir des 21,8 $. Mais vraiment, ouais, ici, ça commence à être un bon développement. Si on s'affranchit des 21,8 $, pour moi, il y a le déclenchement du trade, littéralement, avec le stop, soit sous les 18 $, enfin les... oui, soit c'est vrai. Soit sous les 18,885 $ ici, soit sous ce creux au niveau des 16,25 $, soit en dessous de ce creux de 7,57 $, ou en dessous du creux des 13,55 $. Idéalement, la meilleure invalidation possible, c'est sous les 13,55 $. Ok. Donc là, c'est à vous de voir. Et aussi, sur ce genre de trade, pas plus de 5% de risque engagé sur le capital. Et encore 5%, ça peut être beaucoup quand même. Je dirais ici un bon 3% vu le contexte macro actuel. Et tout simplement, oui, le contexte macro actuel et la faiblesse des assets à risque dont les crypto-monnaies peuvent... les crypto-monnaies peuvent subir justement de cette faiblesse des assets à risque. Donc faites très très attention. Les cryptos peuvent subir la faiblesse des assets à risque. Je vais y arriver, je suis désolé, c'est fin de semaine, je suis un peu fatigué, j'ai assez peu dormi. Donc je m'en excuse, mais bon, j'essaye d'être le plus clair possible. Je vois si j'ai quelque chose d'autre à dire, possiblement. Est-ce qu'on n'a pas une petite trendline cachée ici? Hop, yes. Donc petit W de l'autre côté de la trendline, ça serait vraiment super. Et que nous dit le momentum? Alors... Petit W sur le momentum, on a un momentum qui est plutôt bullish ici en weekly depuis ce petit W. Bon, on fait face quand même à une bonne divergence baissière ici, donc faut s'en méfier. Ça, c'est annonciateur de consolidation, on l'a déjà bien consolidé depuis la divergence. Ok. Maintenant, il est vrai qu'il y a le petit W. Je suis pas trop fan absolument, mais il est quand même marqué ici. Donc il est à ne pas négliger. Donc ouais, franchement, KCS, je pense que c'est un bon asset à surveiller. Je vous dis pas d'absolument investir dedans, c'est même pas l'investissement ici, hein, c'est juste de la suivi de tendance, avec des invalidations claires et des validations claires. Donc là, le trade, pour moi, je ne le déclencherai pas tant qu'on ne viendrait pas au moins breaker le précédent sommet de fin mars avec objectif de vente mai-juin. Ça dépendra d'où on est. Si on est voilà, ici en mai-juin, bon, bah, ça peut être intéressant de vendre. Ça dépend un petit peu des objectifs que vous fixez, mais moi, je vous ai montré les objectifs techniques, mathématiques. Ça ne veut pas dire que le marché va aller les chercher, mais c'est des objectifs mathématiques qui peuvent nous servir. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description, en commentaire. C'est totalement gratuit, n'hésitez pas.
Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto. Donc tout est expliqué au sein du Discord, hein, donc dans le salon bienvenue pour les paiements BNB, Ethereum ou USDT. Les prix ont été mis à jour, ils ont diminué, vu que l'USD est fort, on a mis à jour les prix, ce qui fait qu'ils ont baissé en USD tout simplement. Donc plus intéressant pour vous. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Oui, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. On vous répondra dès que possible. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide. Et comme ça, vous avez votre rôle élève très très rapidement. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc lundi pour un prochain brief. Ciao, ciao.